va passer aux questions, je crois. D'ailleurs, une remarque, si avec toutes ces particules, tous les Français seraient aristocrates avec toutes ces émissions de particules. Donc Thibault, excuse-moi. Excuse-moi, je savais que tu étais là. Je te faisais une petite blague indirecte. Oui, monsieur Giron, oui. une petite question. Oui. Est-ce que vous avez déjà proposé une rencontre avec les responsables de Total, de Renault, de Peugeot, pour présenter vos livres? C'est sur mon Des programme. conférences? Non, mais c'est mon programme parce que là, je suis vraiment arrivé. Et puis, les deux réactions des deux grands patrons, Patrick Pouyanné chez Total et Carlos Tavares, me laissent penser que le fruit est peut-être sur le point de mûrir. Parce que attendez, c'est invraisemblable qu'ils aient laissé, qu'ils aient toléré qu'on fasse des faux seuils d'alerte, qu'on accuse sans arrêt les constructeurs et les pétroliers et qui n'aient jamais réagi, ni en France, ni à l'étranger. Les constructeurs allemands n'ont rien fait non plus. Ça a un côté invraisemblable. Je vais juste corriger ce que vous dites, parce que, en fait, les gens de PSA et de Renault, et je connais bien les responsables moteurs des deux, sont allés 3 fois devant l'Assemblée nationale, ils ont exposé leurs problèmes, et ils ont eu affaire à des gens très compétents, puisqu'ils sont députés, qui leur ont dit que c'était de la foutaise. Eh oui. Oui, Non, mais je dis, ne dites pas que les constructeurs n'ont rien fait. Non. Les constructeurs sont catastrophés, d'autant que l'équipement, par exemple, pour un système qui sort des particules fines, dont mes copains chirurgiens, pneumologues, qui ont quand même fait la première greffe poumon du monde, disent que les particules fines n'ont jamais tué personne, parce qu'en 40 ans de carrière, ils n'ont pas trouvé de mort, monsieur. Il y a un rapport officiel. Je dis simplement que les constructeurs sont en contact permanent avec l'administration, Oui. ils les envoient au plan. Oui, mais je suis à peu près certain qu'ils n'ont jamais utilisé l'argument la pollution de l'air a disparu. Mais monsieur, quand vous calculez des moteurs et que vous calculez pour qu'ils ne polluent pas, vous le savez très bien, ils connaissent exactement l'état du parc, ils savent exactement ce Mais qu'ils tout doivent à faire. fait, mais ils ne savent pas quel est l'état de la qualité de l'air. Après c'est le chantage. Après, sur les histoires de taxes carbone, etc., ça, c'est un autre débat. Mais je suis entièrement d'accord, je dis simplement... On a du temps devant Allez, nous, hein, on on y va va. y aller. Alors, Il y a Thibault là-bas, il y avait une question là-bas dans le fond. Ça fait un moment que je lève la main parce qu'il y a Oui, deux choses. Autant votre exposé sur l'arnaque climatique, et je n'ai rien à dire. Autant le premier, alors là je ne suis pas du tout d'accord avec vous. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je viens d'entendre, ce qui est faux, puisqu'il y a un rapport officiel de la SPLF qui date de 1992. C'est quoi la SPF? La SPLF, c'est la Société la SPLF, la Société des pneumologues de langue française. C'est la Société des pneumologues de langue française. A émis un rapport en 92, justement, sur l'effet des microparticules sur l'asthme et sur la multiplication des cas d'asthme due à la multiplication des microparticules dans l'air. Donc, je veux dire, là-dessus, vous ne pouvez pas dire que les pneumologues disent que ça existe. Excusez-moi, mais les gens... Non, mais je voudrais terminer. Non, mais Tout à l'heure, vous m'avez reproché là, que ça c'est s'est un problème alimentaire et pas respiratoire. Laissez-moi terminer. C'est une autre affaire. Ça c'est la première des choses. La deuxième, concernant le diesel. Concernant le diesel. Oui, le diesel, je suis désolé, le diesel rejette des microparticules. Et puisque vous êtes polytechnicien, amusez-vous à calculer, avec les normes actuelles, en combien de kilomètres vous avez chargé un pot catalytique en microparticules. C'est-à-dire que vous prenez le contenu des microparticules dans le diesel, vous le faites cramer, enfin potentiellement vous le faites cramer, vous voyez le nombre de microparticules que ça génère, et dites-moi en combien de kilomètres un pot catalytique est plein. Monsieur, vous ne savez pas comment marche aujourd'hui la dépollution diesel, elle ne marche pas avec un pot pathétique, mais arrêtez de dire des bêtises, s'il vous plaît. écoutez, C'est vraiment... Il est plein. Thibault, ton rapport est de 92, hein, je te signale. Oui, 1992, mais c'est monsieur, ancien. mais c'est pas le pot catalytique qui dépollue le diesel, arrêtez vos conneries. bon, alors écoutez, on ne va pas rentrer dans un débat technique. Soyons courtois tout de même. Enfin, Voilà. dernier point que je voulais vous dire aussi, c'est que les constructeurs automobiles, eux qui construisent des voitures diesel ou qui construisent des voitures électriques, c'est exactement la même chose, parce que celui qui paye au bout de chaîne, c'est celui qui achète. Donc, ça ne va pas faire perdre des emplois.
Pas du tout. On va construire des voitures électriques, non, mais on va construire attendez. des voitures diesel. Ceci étant, les voitures électriques, je suis entièrement d'accord avec vous, génèrent encore plus de microparticules et encore plus de pollution à travers la dépollution des batteries et à travers tous les frottements qu'il y a sur les roues, en particulier le fameux système qui est censé recharger les batteries en roulant. C'est un système qui génère en permanence des microparticules. Donc, on est entièrement d'accord là-dessus. Simplement, sur le diesel, on ne peut pas défendre le diesel. C'est ahurissant de défendre le diesel. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 30 ans, on aurait pu interdire la vente de véhicules neufs et que le parc se serait détruit tout seul, dans le temps, sans que ça génère les mouvements qu'on connaît et les ennuis qu'on connaît. D'accord. Allez, on va prendre d'autres questions. Ou non, allez-y, répondez peut-être à celle-là. Et puis, à moins qu'il y ait une question. Non, on va peut-être Bon, comme vous regrouper les questions. Comme vous voulez. Ça ne regroupe pas certaines questions. Bon, alors, il y a vous qui êtes derrière, Alain après. Vers numéro 2, Alain. Allez-y. Bon, personnellement, j'ai parfaitement conscience qu'il y a beaucoup moins de pollution qu'il y a un siècle, qu'il y a un demi-siècle. Parce qu'effectivement, il n'y a plus le chauffage, il n'y a plus tout un certain... le bois, il a été éliminé, je crois, au début du XIXe siècle. La filière est préservée par Madame Ségolène Royal. Le chauffage au bois pour Paris avait été interdit à la fin du XIXe siècle. Ça fonctionne. Ah bon? Il y a encore des chauffage à bois? Ça a été remis. Ça a été remis. Bien sûr. Ça n'a pas été interdit. Ah non. Il y avait des questions, il y avait des questions d'interdire. Bon, il y a des questions d'interdire. Alors, Il me semblait qu'il y avait eu que le bois avait été interdit. Alors, Le charbon avait été interdit. Alors, votre intervention. allez-y. Alors, quelle est la question? Quelle est votre intervention? Donc, je crois qu'il y a beaucoup de facteurs de pollution qui ont diminué. Là-dessus, on est entièrement d'accord. Est-ce que, par hasard, les vrais facteurs de pollution actuels sont ceux qu'on recherche? Est-ce que, par hasard, on regarde toujours exactement les mêmes choses et qu'en réalité, les bases de pollution qui existent à l'heure actuelle sont totalement différentes et ne sont pas dans les indicateurs recherchés? Oui, d'accord, moi je répondrai à la question tout à l'heure. Oui, mais on peut en gérer plusieurs. J'avais dit à Alain de parler, puis après on fera une autre série. Alors, Alain, Une information. Pourquoi les pétroliers suivent la mode quand même, hein? Ils disent on est contre le réchauffement climatique et on investit. Ils veulent vendre du gaz, mais Non, mais j'attends que la conversation s'arrête, il y a une conversation. Jean-François. On peut y aller? Allez, allez-y, allez-y. Donc pourquoi les pétroliers sont dans le vent de l'écologie? C'est parce qu'ils ont à vendre du gaz. Et le gaz envoie moins de CO2 dans l'atmosphère que le charbon. Et ils préfèrent vendre du gaz plutôt que du charbon. Donc ils ont tous misé sur cette façon d'augmenter leur vente de gaz. oui, Bon, on va peut-être. alors je vais répondre aux différentes questions. Là. C'est vrai que le gaz naturel, à chaleur égale, émet moins de CO2 que le charbon et que le pétrole. Mais je crois qu'il y a un problème général, là, parce que dans l'opinion publique, c'est les hydrocarbures en général. Les hydrocarbures, c'est les pétroliers. Et donc, ils sont accusés, j'évoquais ça tout à l'heure, c'était pourtant un gisement de gaz, et ils sont accusés par un membre du gouvernement français d'avoir découvert du gaz au large de l'Afrique. Donc ça montre bien que finalement, il y a quand même une confusion et un rapprochement entre les hydrocarbures en général et les émissions de CO2. Et je pense que les pétroliers en sont les premières victimes. Je signale à ceux qui par hasard tombaient sur le numéro de la semaine dernière de The Economist que c'est la couverture de The Economist, c'est la première page, c'est un rapport de 4 pages pour expliquer que les sociétés pétrolières vont tuer la planète. C'est une attaque invraisemblable d'un organe soi-disant libéral contre l'énergie, parce que c'est l'énergie, et notamment contre ExxonMobil, mais ça pourrait être contre Total. Bon, alors ça c'est une autre question. Alors, pour répondre à la question sur les polluants, bon, il y a toute une série de polluants qui existent.
il y en a 7 principaux. Hein. Alors, je peux les rappeler, je les ai cités tout à l'heure. Il y a le dioxyde de soufre, il y a le plomb, il y a les particules fines, il y a le monoxyde de carbone, il y a le benzène, il y a le dioxyde d'azote et il y a l'ozone, qui sont d'ailleurs de nature différente. C'est ceux-là qu'on regarde. Alors, qu'il y en ait d'autres, c'est absolument évident. Il y a des centaines d'autres molécules. Mais on considère que ce sont, et tout le monde là, il n'y a pas de discussion, que ce sont les indicateurs véritables de la qualité de l'air. Ce seront ces 7 polluants. Oui, mais si ça se trouve, c'est là où on fait une erreur. Non, mais alors là, on peut toujours imaginer ce qu'on veut, mais en fait, je vous dis simplement, l'état actuel de la science considère que c'est là où on couvre grosso modo les facteurs de pollution. Ce que vous me dites, Oui. vous dites là, pour l'état actuel de la science, on a exactement le même problème aujourd'hui pour le réchauffement climatique, ou en l'état actuel de la science, entre guillemets, Tout à fait. tout un certain nombre de personnes disent va y avoir un réchauffement climatique, et en l'état actuel de la science, il y en a certains qui disent on peut arrêter le réchauffement climatique. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire de le savoir. Comment? D'accord. Ah ben, remarquez, Comment ça va se remarquez. passer, et d'estimer de ça, on peut arrêter le phénomène. Mais non. Non mais alors attendez, là on Parce que rejoint il faut se poser la question. autre chose qui n'a pas été mentionnée, mais qui à mes yeux est extrêmement grave, c'est la multiplication des mouvements qui attaquent les gouvernements. Maintenant, je vous signale qu'il y aura le 15 mars à Paris une grande manifestation des écoliers et lycéens qui sont mobilisés pour dire que le gouvernement ne fait pas son travail. Ça fait 30 ans que chaque fois qu'il y a des manifestations d'école, il y a des personnes qui ont osé dire qu'il faudrait quand même sanctionner les professeurs qui manipulent leurs élèves. Ça fait 20 ans que ça dure. Bon, alors, Ça si vous fait voulez, 30 ans que ça dure. ça c'est un autre sujet, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Excusez-moi, ça fait 30 ans qu'on manipule. Oui, alors pour répondre aux questions, puis après, alors la dernière question d'intervenant sur le... Oui, bah alors on va peut-être passer aux questions. À la question de Thibault, Oui, là, il y avait allez. la question dans le fond là-bas. Il y avait la question là-bas sur l'asthme et tout ça, Ah bah alors si vous voulez, et la pollution du diesel. La pollution. Du diesel. Que le diesel est engendré et continue à engendrer des particules fines, c'est absolument évident. Encore une fois, on a sous souvenir de ces pots d'échappement qui crachaient des fumées noires. Mais les normes qui ont été imposées aux constructeurs automobiles, c'est une division depuis 20 ans, Euro 6, c'est une division par 30 des émissions. Donc, et ce qu'on constate, c'est que dans l'air, la division a été par 20 de la densité, concentration de particules. Donc s'il y a de plus en plus d'asthme, ça ne peut pas être lié à un phénomène qui a été divisé par 20. C'est probablement dû à d'autres causes. Bon, alors, si vous voulez, on va peut-être... il y a beaucoup de gens qui... Oui, Bon, bah alors, on va continuer une deuxième on va série continuer, alors. voilà. Deuxième série. Oui, tout à l'heure. Là et là. Hein, d'accord. Tout à l'heure, monsieur Trois Géraudot, questions, et là-bas, et dans le fond. Il y en avait une dans le fond aussi là-bas. Dans les trois Alors, questions là. bah, je vous laisse... alors, allez-y. Tout à l'heure, monsieur Géraudot, dans votre présentation, vous avez dit que le stock de CO2 dans l'atmosphère est énorme. Oui. Je trouve que vous faites une présentation qui ne va pas dans le bon sens parce qu'en réalité, on sait que le stock de CO2, la part du CO2 dans l'atmosphère, c'est 0,04%. C'est vrai. Bon, c'est pas énorme. Hein. Et on sait également, en partant des travaux du GIEC, c'est-à-dire pas le rapport pour les décideurs, là, mais le rapport fait par les scientifiques, non trafiqué par les fonctionnaires ou les politiques qui ont fait le rapport pour décideurs, que si on double le taux de CO2, on n'est pas du tout dans les 3 ou 4 degrés d'augmentation. On est de température, on est plutôt à quelque chose comme à peine 1 degré ou 1,2 degré. Bon, alors, je voulais dire aussi que concernant l'accord de Paris, ce qui est intéressant dans l'accord de Paris, et je suis d'accord avec vous, c'est très intéressant et significatif de voir qu'on ne mentionne pas le terme CO2 dans l'accord de Paris. Mais ce qui est passionnant dans l'accord de Paris, c'est de regarder les annexes. Parce que quand on va regarder les annexes et les engagements pris par les gouvernements, on s'aperçoit par exemple que la Chine s'engage d'ici à 2030
à faire ce qu'elle veut. Elle fera ce qu'elle veut. Hein. Et par exemple, en France, pendant la période, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans une émission extrêmement intéressante qui a eu lieu là sur une radio qu'on connaît bien, hein, que pendant que nous, en France, nous allons supprimer les 4 centrales à charbon qui fonctionnent en France, la Chine va en construire 550. C'est quand même assez significatif. Alors ensuite, quand on passe à l'Inde, l'Inde, les Indes ne s'est pas du tout engagé à émettre moins. Ils sont simplement engagés à améliorer l'efficacité énergétique, c'est-à-dire en faisant la comparaison avec le PIB. Bon, ensuite, quand on regarde ce qui se passe en Russie, mais les Russes n'y croient absolument pas à tout ça. Donc vous avez les scientifiques chinois, ils n'y croient pas. Les Indiens, ils doutent beaucoup et ils n'y croient pas. Les Russes, ils n'y croient pas. Vous avez la moitié des États-Unis qui n'y croient pas. Et je peux vous dire que les Européens sont vraiment sur la mauvaise voie. Et je pense que là, ils peuvent s'inquiéter. Et quand on parle des centrales à charbon, il ne faut quand même pas oublier qu'on a fait quand même dans les centrales à charbon de sacrés progrès, en particulier en ce qui concerne les émissions de particules fines, avec les filtres électrostatiques. On arrive à les diminuer significativement. Mais oui, la température... Comme tous les moteurs d'ailleurs. Oui, on augmente la température dans les centrales hypercritiques. Bon, et on arrive à diminuer entre 6 à 8 tous les polluants que vous avez cités tout à l'heure. Vous voyez? Donc tout ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, il y a une collusion actuellement pour éviter de financer les centrales à charbon. Quand on questionne, moi j'ai questionné déjà M. Borloo, qui est un grand défenseur de l'électrification de l'Afrique. Et je lui ai demandé, mais comment allons-nous électrifier l'Afrique? Alors, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Évidemment, avec des panneaux solaires et avec des éoliennes. Bon, et alors comment l'industrie africaine va pouvoir se développer? Comment va-t-on créer des emplois en Afrique avec des panneaux solaires et des éoliennes? Franchement, tout ça n'est pas sérieux. Et je pense que il faut qu'on aille dans nos exposés à la racine sur sur 3 choses. Premièrement, sur le lien entre CO2 et augmentation de température. Franchement, là, il y a des travaux extrêmement intéressants qui ont été faits. Il y a, par exemple, je peux citer les travaux de Camille Vert, qui travaille depuis des années sur ce sujet et qui a fait des démonstrations. D'ailleurs, je crois qu'il serait extrêmement bien placé pour en parler. Vous voyez, premièrement. Deuxièmement, sur qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Évidemment qu'il y a une collusion d'intérêts financiers énorme. Hein. Vous avez, là je vais me faire des ennemis peut-être, mais vous avez la grande finance anglo-saxonne qui cherche à mettre en place, à diminuer les souverainismes, qui se sert de l'Europe comme un laboratoire pour effacer l'influence des États et pour mettre en place une gouvernance mondiale qui va leur servir après à eux, ainsi qu'aux grandes multinationales, pour transformer les populations mondiales en consommateurs. Monsieur Chédot, là, je suis obligé de passer la parole, mais vous pourrez recommencer tout à l'heure. Oui, bien sûr. S'il y a de la place. Non, mais il y a d'autres personnes. Il y a le monsieur dans le fond, oui, d'accord. Et vous voyez, vous avez des supporters. Vous avez des supporters. Bon, mais il faut que tout le monde puisse poser ses questions. Oui. Alors, monsieur, oui. Monsieur dans le fond. C'est ça. Attendez, pardon. C'est quand même une chose, je pense que nous sommes nombreux ici à avoir à la suppression des dérivés plombés, roulés au supercarburant, qui en fait contenait, pour la régulation des moteurs, des dérivés au potassium. Ce que je ne comprends pas, donc peut-être avez-vous des informations sur les carburants, c'est pourquoi n'a-t-on pas gardé ces dérivés au potassium et mettons des pastilles vertes sur des véhicules dont le pot catalytique fonctionne bien à 250 degrés Celsius. Je vais vous dire, des Hauts-de-Seine, je vois quand même un nuage de pollution sur l'île de France. Je souscris à tout ce que vous avez dit, mais sur les 1500 morts, je ne serais pas surpris qu'il y en ait 2 tiers qui soient des leucémies causées par le benzène, qui est quand même à 70 fois la norme. Vous en avez 7% chaque fois que vous faites le plein. Dans le Waspirit, il y en a 0,1%.
Donc, 6 fois moins. je pense que si on devait donner un os à ronger à tous les crétins qui voient de la pollution partout, il y a quand même ce problème des pots catalytiques. Là, je pense qu'il y a aussi des collusions financières, que les Allemands nous ont imposé ça pour vendre du pot catalytique, parce que ça permettait d'augmenter le prix des voitures. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est si vous avez un garage, rentrez dans votre garage en marche avant, sortez en marche arrière, parce que tant que votre pot catalytique est froid, vous crachez quand même du benzène dans votre résidence. J'ai déjà du mal à rentrer dans le garage en marchant. Là, je pense que... Moi, j'ai jamais eu de pastille verte sur ma voiture parce que je mettais du super carburant au potassium, qui est l'essence la plus verte qu'on ait jamais utilisée sur cette planète. Et- Je ne comprends pas pourquoi on met qu'on a remplacé les dérivés au plomb par du benzène, Mais le alors benzène, qu'avec c'est fois moins. du potassium, on cracherait de l'engrais, en fait, de l'oxyde de potassium dans l'air. C'est de l'engrais potassique. Non mais manifestement, vous connaissez très bien le sujet. Je veux quand même une lueur pour rassurer. Depuis 1995 jusqu'en 2015, la densité de benzène dans l'air de Paris a été divisée par 6. Donc ça m'a surpris. Dans tout votre exposé, je vous ai entendu sur Radio Courtoisie, Oui, aussi, mais je ça- vous félicite, je souscris à tout, mais cette valeur-là me surprend. Bah écoutez, C'est- vraiment elle n'est pas Paris. de moi, elle est d'Airparif, donc ils ont des gens qui Là aussi, ont je pense qu'il publié. faut faire la les- différence. Je pense qu'il faut faire la différence à la pollution globale, où ça a peut-être été divisé par 6, Ouais. et puis les microclimats, du fait que effectivement quelqu'un qui a un garage, quand il tourne sa clé de contact, c'est comme vous parliez des particules dans le métro, il y a quand même des endroits où il vaut mieux pas Ça, respirer c'est- par rapport à d'autres. quoi. Ça c'est très possible effectivement. Donc, Mais là on parle de l'air extérieur. Bien sûr. Pas l'air des garages. Ce que je veux dire, c'est qu'on dénonce des idéologues qui manipulent en masse l'opinion publique. Il ne faudrait pas non plus tomber dans la caricature en oubliant les quelques petits problèmes qui méritent d'être surveillés. Alors, oui, non, non, mais je pense vraiment que les dérivés potassiques étaient une solution, mais je ne comprends pas qu'on roule avec du carburant benzène. D'accord. Bien, il y a d'autres questions. Oui, vous là. Vous avez posé une question, vous voulez poser une question? Non, je voulais simplement faire une petite remarque. Alors moi j'ai la chance d'être ingénieur et d'être aussi le conseiller technique de la DIRCOM de Total. Donc c'est pour ça que... Ah bah c'est très bien ça. Ah bah alors, on va Mais pouvoir- je suis ici à titre purement... Oui, non mais bien sûr. Ah oui. Excusez-moi. Vous avez le droit d'espionner. hein. Bon, on va pouvoir faire affaire. On va Oui, pouvoir voilà, faire affaire. peut-être que ça peut faire avancer les choses. Alors, Il y a monsieur qui veut parler. le conseiller Donc si vous avez une question à poser ou une remarque à faire, vous pouvez. Allez-y. Non, mais Allez-y. bon. Si, allez-y. Non, simplement ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas oublier que vous êtes à une ère de la com qui compte pratiquement pour 90%. De l'intox peut-être, peu importe. Un message aujourd'hui, c'est 90% de forme et 10% de fond. Si le fond n'y est pas, ça ne passe pas. Mais si la forme n'y est pas, ça ne passe pas non plus. Oui, oui, Et non, donc mais- ce que je pense, c'est qu'il faut absolument, si vous voulez faire passer votre message, attaquer sur des angles qui puissent être réellement entendus. Et c'est très difficile aujourd'hui. celui-là, il est bon. C'est très difficile aujourd'hui sur ces... Je crois que cet angle-là n'a jamais été C'est vrai. utilisé. Et Et que c'est le petit espoir qu'on peut avoir. Et là, Parce que là, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est les chiffres officiels. Et d'ailleurs, Oui, ils- mais manifestement, quand vous donnez votre sondage, personne ne veut les entendre. non, Comment non, Ah, si, on n'en vous est dites, pas il y a- encore là. il y C'est a pas les gens 3%, veulent il y a pas les 3% entendre. des gens... Mais parce qu'ils les ont jamais entendus. Exactement. C'est pas qu'ils veulent pas les entendre. Au contraire, je pense que les gens seraient ravis de savoir que l'air est mauvais. Les gens ne croient pas. Les gens Bon, enfin, peu importe. On peut embaucher une ancienne Miss France, pas que le niveau de QI des Miss France augmente, peut-être qu'on ira par en trouver. Comme les médias ont dit, Léon Deschamps. Alors bon, Jean-Luc, non mais j'avais Jean-Luc là. Alors, Jean-Luc, C'est chez nous. Les constructeurs Renault et Peugeot ont bien approché le gouvernement, puisque Bruno Le Maire récemment, il les a reçus. Tavares, vous avez raison, n'y croit pas à l'électrique, puisqu'il n'investit pas dans la voiture électrique. Et Bruno Le Maire a annoncé l'autre jour à la radio qu'il ne fallait pas condamner le gasoil.
Oui. le diesel. Et je ne sais pas si vous allez me le confirmer, vous avez un pays comme le Japon, qui était très regardant sur les problèmes de pollution. Là-bas, ils n'ont pas de voiture diesel. Et ils vont maintenant, depuis l'Euro 6, ces véhicules qui polluent seulement des particules au moment du démarrage, tant que le moteur n'est pas chaud. Avant, moi j'avais une voiture de 2005, au péage de Saint-Arnoux, j'envoyais un nuage noir. J'ai une voiture Euro 6, je peux à Saint-Arnoux, quand le moteur est chaud, je peux mettre le pied dans l'accélérateur, il n'y a rien. Donc c'est seulement le démarrage pendant les 2-3 km. Donc le Japon, je ne sais pas si vous avez connaissance de ça, qui interdisait dans les villes, ils sont les villes tentaculaires, 35 millions d'habitants, vous prenez un TGV, 1 heure après, vous êtes toujours dans la ville. Va permettre maintenant aux véhicules diesel, va permettre aux constructeurs de faire du diesel. De faire circuler des véhicules diesel. Ça, c'est une nouveauté, c'est quand même Oui. Ce que je voulais dire aussi, je suis bien sûr. Bon, enfin, oui, il y a M. Mathieu. Alors, on va demander, Alain, Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, qui après toi, Jean. Je crois qu'il faut s'attaquer à l'argument principal de nos hommes politiques qui nous disent la science a parlé. 97, ils le disent, 97% des scientifiques disent que le réchauffement est dû à l'action de l'homme et à ses émissions de CO2. Alors il faut savoir d'où vient ce chiffre de 97%. Il vient d'un article, d'une étude faite par des chercheurs australiens, très sérieux, qui ont, dans une revue scientifique très sérieuse, ont fait une étude des 11 000 articles qui sont parus dans les revues scientifiques sur ce sujet du réchauffement climatique. Ils les ont classés, ces 11 000 articles, ceux qui ne prenaient pas position, ceux qui prenaient position pour que la majorité, plus de 50% du réchauffement climatique, soit dû à l'homme, ceux qui disaient non, une petite partie est due à l'homme, et ceux qui disaient rien n'est dû à l'homme. Et voilà le résultat. Ils l'ont publié. Le résultat, il y avait, sur les 11 000 articles, il y en avait 2 tiers qui ne prenaient pas position du tout. Il fallait voir le niveau de ceux qui avaient écrit les articles. Hein. Oui, non, mais ce sont des chercheurs australiens considérés comme sérieux, qui ont étudié des articles publiés dans des revues scientifiques sérieuses. Ont été publiés parce qu'ils étaient dans la doxa. Non, attendez. Il faut le laisser terminer. Jean-François, tu parles. Le résultat de l'étude de ces chercheurs australiens sérieux, publiés dans une revue sérieuse, sur les 11 000 articles qu'ils ont étudiés. Les 2 tiers ne prenaient pas position. Sur le tiers qui prenait position, il n'y avait que 1% des articles qui disaient il y a une certitude que plus de 50% du réchauffement climatique est dû à l'homme. Il y en avait 1% qui disait non, l'homme n'a rien à voir. Et le reste disait, mais peut-être, on ne sait pas, peut-être que l'homme va avoir quelque chose. Oui. Voilà. Alors, pourquoi les 97%? Parce que 1% d'un tiers, ça fait 3%. Donc, il n'y avait que 3% des chercheurs, des articles qui disaient que l'homme était à plus de 50% responsable du réchauffement climatique. Et voilà comment on fausse les chiffres complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment l'intoxication. Où est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, je peux dire quelque chose? Où est-ce qu'on peut retrouver ces informations dont vous parlez, ces chercheurs australiens, ces liens d'articles? Où est-ce qu'on peut trouver? Oui, je ne peux pas vous donner la référence précise. Je ne vais pas aller me taper mais si vous avez... Demandez à Camille. Donnez votre mail. Camille. Je vous donnerai la revue, je vous donnerai le numéro et je vous dirai... Non mais donnez-moi votre adresse email. Non mais je confirme s'il vient d'être dit. Dans tous les systèmes par cooptation, on arrive à des statistiques comme ça. Il y a 97% des amis de M. Gérondeau qui pensent qu'il est un type bien. Bon, voilà. Bon, Jean-François, je crois que je voulais juste dire que le diesel, bon d'abord en consommation en kilogrammes par kilowatt, on est quand même à 20 à 30% sous les autres carburants. Mais le problème du diesel, c'est qu'il faut du pétrole brut de bonne qualité. Or, tous les pétroles de schiste ne permettent pas vraiment de faire du diesel. Et il faut qu'au préalable, les raffineries étaient calibrées pour ce faire. Or, les pétroliers veulent virer le raffinage de la France et les raffineries disponibles sur le marché ne peuvent pas produire
la quantité nécessaire au marché français. Donc on peut penser que même les pétroliers aident à ce qu'ils consomment moins de diesel. Il y a un autre problème par rapport à tout ça, c'est que la filiale de Shell Qatar, qui exporte du gaz, c'est une petite société, puisque c'est Exxon, l'opérateur du gaz qatari, a un bénéfice opérationnel qui est 70% de celui du groupe Total. Donc on peut comprendre que les pétroliers, outre en plus le fait que la taxation carbone prévue est plus favorable au gaz, ont très envie de vendre du gaz plutôt que du pétrole, plutôt que de l'essence ou du diesel, et qui sont même prêts à en dire du mal, histoire de doper leurs bénéfices. Donc c'est pour ça que dans cette affaire-là, il y a beaucoup de choses qui sont liées, et il y en a très peu qui sont à la surface. Alors, quel est l'intérêt général dans tout ça? Moi qui ai présenté mon mouvement comme défenseur de l'intérêt général, peux-tu me donner ton idée de l'intérêt général dans cette affaire? Déjà l'intérêt général, il faudrait aussi bien voir que tout ceci n'est pas un hasard. Je me suis intéressé au pourquoi de la chose. Alors, un tout petit exemple, parce que contrairement à ce que vous dites, M. Gérondeau, les fonctionnaires sont en fait des gens qui sont manipulés, peut-être contents de l'être, c'est que vous avez un petit organisme mondial qui s'appelle WBC, la World Green Building Council. C'est une petite association de 49 000 membres, dont 25 000 sont des sociétés produisant des composants pour le bâtiment et dérivés, et dont les membres du board sont représentés par 10 sociétés qui font plus de 50 milliards de chiffre d'affaires. Parmi ces sociétés, vous avez Saint-Gobain, qui n'est plus français du tout, vous avez Philips, vous avez même JLL, la BNP, je crois, un certain nombre d'autres, et c'est JP Morgan qui préside. Et ce qui veut dire que vous avez... Alors, ils sont tous d'accord sur le développement durable, qui a été promu notamment par Wes Lalonde, qui est l'héritier d'une compagnie pétrolière américaine et qui, comme par hasard, siège à la direction de Rexel avec, au miracle, quelqu'un qu'il a connu quand il nous a fait imposer le pot catalytique, c'est-à-dire le spécialiste allemand de la combustion catalytique, invité au conseil d'administration, donc les copains se serrent les coudes, et que donc ces personnes ont un budget de communication qui se chiffre en milliards de dollars. Dans les 24 000 qui ne sont pas des sociétés, vous avez tous les conseils qui vivent de la certification, tout ce qui est World Green, enfin BBC et compagnie, et vous avez des villes comme les grandes villes américaines, et je pense Paris, qui mettent plus d'1 million de dollars sur la table. Donc vous avez au bas mot plus de 100 000 personnes qui écrivent tous les jours des articles, et c'est pour ça que tout le monde les croit, plus de 100 000 personnes qui écrivent tous les jours des articles pour nous expliquer combien on est méchant, combien tout ça pollue et combien tout ça est dangereux. Et je pense que tant qu'on n'aura pas mis sur la face publique, sur la place publique, notamment le WBC, eh bien, on se raconte des histoires et on se fait plaisir. Parce qu'en face de nous, on a des mecs qui ont 100 000 gus qui bossent à temps plein, plus les budgets de communication, on va dire, qui correspondent à 500 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'ils en sont peut-être à 4-5 milliards de dollars sans aucun problème. Et donc ces braves gens parasitent à la fois tous les journalistes, ils sont copains avec vous avez même, j'ai rencontré le PDG de, comment il s'appelle, revue d'aviation là, mais il peut même pas ne pas dire qu'il ne croit pas au développement durable, parce qu'on va le mettre au pilori. Donc, tant qu'on ne se battra pas contre ces braves gens de façon claire et précise, ça ne sert à rien. Je vous rejoins complètement. C'est bon de connaître, il faut analyser les forces en présence, c'est absolument nécessaire. Je vous rejoins complètement. Et c'est pour ça que je pense que, non mais le moyen également, on est inondé, moi je ne sais pas pourquoi, je suis abonné à Google, changement climatique. Tous les jours, il y a 5 articles sur le changement climatique. Alors ça va des ours polaires, bien entendu, mais en passant par, je ne sais pas quoi, l'huile de palme, et 5 articles par jour. Donc si vous êtes journaliste, c'est le rêve. Alors d'ailleurs, parlons un peu de nos médias, c'est hallucinant, c'est des pages entières. Et comme The Economist, c'est-à-dire qu'ils ont infiltré des organes qui, normalement, sont de droite et libéraux, mais ils sont complètement infiltrés. Et en France, on connaît exactement... Alors, attendez, je vais peut-être terminer là-dessus. Parce que donc, si vous voulez, là où je vous rejoins, c'est qu'il ne faut pas se battre contre les moulins à vent, que ça, pour l'instant, il y a des forces énormes, et très modestement, je pense que, pour le cas de la France en tout cas, mais pas la France, de l'Europe également, la clé passe par la qualité de l'air. Le maire de Londres
fait exactement la même chose que Mme Hidalgo. C'est-à-dire, il veut interdire la circulation dans le centre de Londres. Et d'ailleurs, Mme Hidalgo préside un conseil de 40 métropoles mondiales qui ont adopté, il faut éliminer la voiture. Donc, et pourquoi? Parce que la voiture pollue et qu'elle tue nos enfants. Vous trouverez ça si vous achetez le livre de Mme Hidalgo. Mais c'est pour dire que vous avez tout à fait raison, il y a des forces gigantesques en face et il faut trouver l'angle d'attaque approprié. Je voulais rebondir sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Vraiment, c'est les pays en voie de développement. Pourquoi les pays en voie de développement vous disent-ils qu'il faut construire des centrales à charbon, etc. C'est qu'on a quand même, d'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 4 millions de morts par an du fait des foyers domestiques à l'intérieur des huttes ou des cabanes d'Afrique, d'Asie, d'Inde. En Inde, c'est plusieurs centaines de milliers de morts, généralement les femmes et les enfants, donc ça c'est pas du tout intéressant, mais ça n'empêche que c'est un vrai problème de société pour le monde. Et au nom d'une idéologie qui en réalité n'a pas de fondement, on veut interdire à ces pays-là de se doter d'électricité ou de bouteilles de but à gaz, enfin peu importe, mais arrêter de faire la cuisine sur des brindilles, du charbon ou de la bouse de vache, ce qui est le cas. Alors, c'était simplement... alors, que font les pays en voie de développement? Sauf si on les aide beaucoup financièrement, ce qui est notre cas. Nous, on a une agence française du développement qui a quand même 9 à 10 milliards d'euros par an de dons et de prêts, essentiellement des prêts, et qui a comme priorité absolue de lutter contre le développement durable. C'est-à-dire pour le développement durable. Pour le développement durable. Pour le développement durable. Pour le développement durable, c'est-à-dire contre la transformation, voilà. Le changement climatique, autant pour moi. Et c'est la condition sine qua non, c'est-à-dire que le gouvernement français interdit de financer la construction de centrales à gaz ou à charbon. Alors qu'est-ce qui prend la place? Il y a quelqu'un, non, c'est les Chinois. Alors peut-être les Américains, mais beaucoup les Chinois, qui sont prêts à prêter de l'argent, mais évidemment, ensuite, ce sont des machines chinoises qui équipent les usines, les centrales en question, et pas des produits français. Bon, alors c'est un aparté, mais c'est pour dire que c'est un enjeu au niveau planétaire qui est absolument énorme et qui montre le dévoiement des esprits dont nous sommes victimes. Monsieur Mathieu, ça fait longtemps que vous vouliez poser une question. Ah non, je crois que ça a été fait. C'est passé, maintenant c'est fait. Ça a été fait. Bon, alors je ne sais pas, il y a des mains qui se lèvent. Oui, François Oui, je voulais simplement... je suis admiratif des statistiques qui nous rapportent la mortalité due aux particules, alors qu'on peut facilement mesurer le taux de CO, de plomb, etc. dans l'atmosphère. D'accord. Et comment attribuer la mortalité d'un groupe à son absorption de particules? C'est quelque chose qui m'échappe. Oui, je ne sais pas comment ils arrivent au chiffre, quel que soit le chiffre, ça soit 48 000, 6 500, et comment arrive-t-on? Il y a des très beaux modèles mathématiques. Je peux vous lire la formule. C'est delta y égale y0 que vous multipliez 1 moins 1 puissance moins bêta delta x. Donc, je pense que vous avez tous suivi. Et on applique ces modèles-là. Alors, selon le bêta, on fait varier le bêta. Alors, le résultat... Alors, attendez, le résultat varie pour l'étude qui vous dit qu'il y a 48 000 morts. Il faut savoir d'abord que la précision n'est pas considérable parce que le 48 000, c'est de 17 000 à 74 000. Donc, vous voyez que c'est quand même assez vaste. Et que dans d'autres hypothèses, ils trouvent que le nombre de morts évités est de 11. 11. Non mais c'est oublié officiellement. Si vous lisez ça, vous voyez le niveau. Voilà. La Californie a refait les calculs de la mortalité et ils ont trouvé qu'il n'y avait aucune corrélation entre le nombre de morts et les microparticules. Mais oui. Ce que savent les pneumologues. Mais oui, il y a des gens qui ont repris tous les certificats de décès, etc. Ils ont comparé avec il y a un article, etc. Il y a un article qui arrive à cette conclusion. Il n'y a aucune corrélation. Aucune corrélation. Alors juste pour la qualité de l'air, comment marche la manipulation, parce que je l'ai vécu de l'intérieur il n'y a pas très longtemps à propos de ce que vous disiez sur les enquêtes d'opinion sur les particules fines.
Alors vous avez eu, je ne sais plus quelle ONG, là, qui a collé des masques sur la place de la Concorde aux différentes statues. Puis 15 jours après, M. Chesneau a trouvé des petits jeunes qui lui demandaient qu'est-ce qu'ils pensaient de À la sortie du à métro. Paris, sortie du métro. Puis après, Mme Hidalgo est partie présider sa messe. Et après, moi, j'ai été invité au Club Saint-James à Paris. On était supposé être un certain nombre de responsables, de décideurs, et de la finance et de l'immobilier. Et là, on a un gentil monsieur qui nous était présenté par JLL et par BNP, qui nous a dit que... Alors JLL, c'est le plus gros commercialisateur de surfaces commerciales dans le monde, qui est aussi membre du WBC. Comme par hasard, il y était deux membres qui étaient là, et puis un petit jeune, il faut bien les aider quand même, et qui nous expliquait que si dans 3 ans, dans nos patrimoines immobiliers, on n'installait pas des dispositifs de mesure de la qualité de l'air en temps réel, eh bien JLL ne se sentait pas de les commercialiser. Voilà. Et quand j'analyse, je suis responsable d'un bâtiment qui a tous les certificats, ce qu'on veut là, d'écolo. Je suis arrivé après la guerre, donc c'est 2,5% du coût du bâtiment, 250 000 € de certification, et attention les yeux, parce que nous sommes très très vertueux, nous avons mis des filtres en sortie de nos ventilations pour ne pas polluer Paris. Bon, ce qui veut dire quoi? Parce que dans le WBC à la tête, vous avez United Technology. Alors United Technology, ça ne dit pas grand-chose à grand monde, certainement. C'est quand même Otis et Carrier. Carrier a fini de bouffer le dernier fabricant européen qui était français, qui était SIAP. Depuis, d'ailleurs, les groupes frappent tombent en panne. Et ce que visent, au travers des particules fines, etc., ces braves gens, c'est l'obligation de mettre des filtres dans tous les lieux où il y a des personnes dites fragiles, pour se faire un commerce fantastique du remplacement des 10 filtres. Et je vous dis, nous, on en est à mettre des filtres en sortie, ce qui veut dire qu'on augmente la puissance des moteurs, la consommation d'énergie, et qu'en plus, évidemment, on se tape un pingouin qui régulièrement vient changer les filtres. Oui, ça m'a l'air parfaitement plausible. Et là, ce qu'on constate, remarquez, ce qui est vrai, c'est qu'autant que je sache, en règle générale, l'air est plus pollué à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur. Donc l'idée de mettre des filtres en sortie pour que l'air de Paris soit pur, après tout... Enfin, il faut quand même savoir qu'on est des êtres vivants qui sont faits pour résister, et vous en parliez à propos des déserts, c'est-à-dire que si l'être humain était sensible à ce type de problème, il n'y aurait plus d'être humain depuis très longtemps. Ah mais c'est clair, ça c'est tout à fait évident. Monsieur Chesneau. Monsieur Chesneau. Moi j'aimerais simplement que monsieur Camille Vert nous fasse juste une petite sortie de 2 à 3 minutes sur le cycle du carbone. Si, mais c'est intéressant. Mais je vois pas pourquoi vous êtes celui qui en sait le plus long. Et pourquoi vous vous abstenez de prendre la parole? Allez, Camille, là. Camille, sur le cycle du carbone, quand même. Ça tient en 2 chiffres. 10 milliards de tonnes de carbone, pas de CO2, de carbone venant des combustibles fossiles, 160 milliards de tonnes par an venant des dégazages naturels, moitié venant des sols, moitié des océans. Et 1/5 du CO2 de l'air renouvelé chaque année, avec un transit via l'océan profond. L'océan profond contenant 39 000 milliards de tonnes de carbone, et la totalité des émissions anthropiques depuis le XVIIIe siècle, depuis le début du charbon anglais, fait 1% du carbone qui circule entre les océans, l'air, la végétation, les sols. 1%. Ce sont des chiffres qu'on connaît à plus ou moins 10% près. Hein, parce que les deviner la quantité de carbone dans les sols. Oui. Et le CO2, c'est combien? Ben ça, c'est le carbone CO2. Qui circule. Donc il y a une circulation permanente, et cette circulation est activée lorsque la température de surface de l'océan intertropical augmente. Donc depuis une soixantaine d'années, les émissions, le dégazage naturel a augmenté de manière assez importante, puisque les émissions sont rigoureusement l'image des températures. Et on peut dire que 94% du dioxyde de carbone de l'air est simplement la conséquence des températures. Il ne peut pas être la cause, c'est une conséquence. Et seul le bon Dieu est sa propre cause. Donc là, vous avez
une conséquence des températures qui découlent des cycles de 60 ans, 100 ans, enfin ce que l'on veut, de 200 ans et 2000 ans, qui sont par ailleurs connus, documentés. Pardon ? Et tout ça va à l'encontre de ce qu'on nous raconte avec le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère et qu'il faudra au moins 100 ans pour s'en débarrasser si on arrête tout maintenant. Enfin bon. Alors qu'il ne reste que 5 ans dans l'atmosphère, d'après ce que dit Camille. Ben voilà. C'est ça. Il ne reste que 5 ans dans La l'atmosphère. moitié disparaît en 3 ans et demi. Quand vous prenez n'importe quelle publication écologique, moi j'en reçois tous les jours, ils vous disent l'inverse, ils vous disent que ça reste 100 ans, Oui, alors, il y ça a va quand même deux rester. durées distinctes. Hein. Il y a une durée, deux durées distinctes. Il y a une durée qui correspond au fait que chaque molécule de CO2 a une présence dans l'atmosphère d'une certaine durée en moyenne. Et d'autre part le fait qu'il y a un surstock qui soit ou pas absorbé par les réservoirs naturels. C'est deux durées un peu distinctes. C'est pas très Et ça ne reste pas des milliers d'années. Excusez-moi, le Non. problème actuel, c'est un problème politique, c'est pas un problème scientifique. Oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Ouais. Si on arrête là, si on parle toujours de l'approche scientifique, de toute façon, nous aurons tous tort, parce que de toute façon, les gens préfèrent le beau mensonge à la vérité générale. D'accord? Et que l'approche, c'est simplement une approche malthusienne qui vient du 19e siècle et qui met l'homme en problème. Il y avait, quand Malthus a dit, il avait des bonnes raisons scientifiques de dire qu'il fallait limiter les naissances. Ces raisons scientifiques étaient très probantes à l'époque. Tout le monde était d'accord avec lui. La seule chose, c'est qu'on est passé de quelques centaines de millions d'habitants à l'époque. On a multiplié la population par 7 milliards par million. Donc, Henri Malthus avait scientifiquement raison, mais pragmatiquement tort. Et à l'heure actuelle, on est toujours dans une approche scientifique. Ce n'est pas une approche scientifique qu'il faut avoir, c'est une approche politique. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Le problème, c'est moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tout autour de cette table qui sont malheureusement impliquées dans nos très chers États qui distribuent les mannes financières de façon très simple. Oui. Enfin, c'est pas économique aussi, surtout. Hein. Politique, mais économique aussi. Oui, mais moi j'ai une approche. Il y a des enjeux financiers. Moi j'ai une approche économique, c'est-à-dire que si vous voulez être vraiment écologiste, la meilleure allocation des ressources, c'est la recherche du profit. C'est-à-dire minimum de ressources pour maximum de ressources. Je vais peut-être évoquer un ou deux points qu'on n'a pas encore évoqués. Malthus, c'est vrai qu'il avait prédit la catastrophe. Il avait raison scientifiquement. Il avait raison scientifiquement, si on peut dire, mais enfin, à long terme. Bon, il avait prévu que la Terre ne pourrait pas nourrir plus que la population de l'époque. Il n'avait pas prévu les progrès multiples, notamment sur le plan agricole, qui permettent aujourd'hui que la famine ait disparu. Elle n'existe plus que dans les zones de guerre sur la Terre. Le Sri Lanka est autosuffisant, il exporte même le Sri Lanka. C'est le libre-échange qui a permis. Donc, alors, il y a ça, et puis je reviens au sujet du CO2, il y a quand même un facteur de prospérité et d'augmentation des rendements, c'est que plus il y a de CO2, plus il y a de photosynthèse, et plus les rendements agricoles augmentent. Alors ça, c'est une vérité que tous les élèves de l'école d'agronomie apprennent dans le premier cours, et qui se traduit par le fait que les cultures sous serre dans lesquelles on injecte du CO2 permettent d'avoir des tomates, d'avoir des fleurs, d'avoir tout ce qu'on veut 3 ou 4 fois plus rapidement que s'il n'y avait pas de CO2. Le CO2, c'est un fertilisant. Et ça, alors qu'on nous le présente toujours comme une catastrophe, c'est un outil de lutte contre la faim. C'est pas négligeable, puisque les concentrations de CO2 ont augmenté de 40% depuis l'époque de Malthus, disons, depuis le milieu du 19e siècle. Les rendements ont augmenté, eux, de 20%. Les rendements de ce seul fait-là. Bon, il y a d'autres facteurs, mais non, on est d'accord. Accessoirement, il y a les engins agricoles, la mécanisation qui ne fonctionne qu'avec le pétrole et qui est donc émet du CO2. Bon, ça c'est une chose. Alors, une autre remarque, là, notre ami Camille a parlé de Dieu. Alors, quel rapport entre Dieu et le sujet de notre conversation? Il y a un rapport très curieux, mais qui se trouve aux États-Unis. Il faut savoir que la base du Parti républicain aux États-Unis sont les évangélistes.
Et les évangélistes disent c'est pas possible que l'homme puisse changer quoi que ce soit dans la nature, c'est Dieu qui est responsable. Donc la théorie du changement climatique ne tient pas. Non mais ça nous fait rire, mais c'est un motif extrêmement profond qui explique que la moitié des Américains, ceux qui votent républicains, ne croient pas au changement climatique. C'est pour une bonne partie d'entre eux un motif religieux. Alors c'est simplement bon à savoir. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les États-Unis sont une exception. Parce qu'aux États-Unis, les sondages montrent que c'est à peu près moitié-moitié. Alors quelquefois c'est 60-40, mais il y a quand même un noyau très dur qui dit tout ça, ça n'existe pas. En particulier les évangélistes, je reviens en arrière. Et il y a un noyau, plus le noyau, toute l'intelligentsia, etc., qui, elle, dit que c'est prouvé, tout le monde le sait. C'était Hillary Clinton d'un côté, Trump de l'autre côté. Et ça se traduit par un clivage politique. Il y a une superposition extraordinaire. Démocrates, on croit au changement climatique. Républicains, on dit que tout ça, ce n'est pas vrai. Alors, en France, c'est un peu similaire avec les libéraux et les socialistes, sauf qu'en France, les libéraux sont très minoritaires. Alors, ils sont vraiment très très minoritaires, parce que vous n'étiez pas là, mais quand on a parlé des sondages d'opinion, je peux vous dire que là, ils sont extrêmement minoritaires. Donc, les sondages d'opinion sur le changement climatique, il y a quand même 20% de sceptiques. Bon, c'est donc pas zéro en France. Mais globalement, que ce soit dans le pays que je connais bien, le Canada, d'autres, ou les pays européens, c'est une quasi-unanimité de croyance dans le réchauffement climatique. Le problème du changement climatique est beaucoup plus profond. Demain, il y a des véganes qui vont vous imposer de ne pas manger de viande. Oui, non, mais on est bien entendu. Bien entendu. Alors tout ça... C'est beaucoup plus grave à mon avis. C'est Bon, alors pourquoi... simplement le changement climatique. Non, mais alors pourquoi est-ce que tout ça a pris racine et s'est développé dans nos pays judéo-chrétiens? C'est une tendance très forte, c'est la culpabilité du péché originel. Et donc, les gens qui développent ces théories-là le font pourquoi? Parce que l'homme étant mauvais, ce qu'il fait ne peut pas être positif. Donc c'est la racine profonde des vrais écologistes, c'est que l'homme est nuisible, l'homme produit du CO2, donc le CO2 est nuisible. Et puis ça ne va pas plus loin. Et là, c'est un phénomène de nature quasi religieuse. Et même Nicolas Hulot préface des livres du pape François. Ah oui, c'est vrai que les écologistes ont fait une recrue. Là, je cite, mais c'est extraordinaire, dans mon livre sur le sujet du CO2, je cite les deux papes. Parce que c'est tout à fait curieux, il y a deux papes vivants en ce moment. Alors il y en a qui ont en activité et pas l'autre. Mais sur ce problème du climat, ils disent exactement le contraire l'un de l'autre. Alors il y a le pape actuel, le pape François, mais qui est plus qu'écolo. C'est absolument. D'abord il s'appelle François, je crois, c'est à cause de Saint François d'Assise et les petits oiseaux. Et donc il a choisi. Et il a choisi pour ça. Donc il est vraiment... Alors, il n'en manque pas une. Il y a absolument toutes les contre-vérités. La mer monte, il va y avoir des centaines de millions de personnes qui vont être en exil. Et les coupables, ce sont les grosses entreprises et les riches. Et puis alors, il y a l'autre pape, Benoît XVI, si je ne me trompe, qui est un peu à la retraite, mais qui a écrit sur le même sujet, en disant mais tout ça ne tient pas debout. Alors il a écrit ça avant, il l'écrit plus maintenant. Mais enfin on a ces citations, tout ça ne tient pas debout, et dans la Genèse dit Dieu a créé l'homme à son image et a mis à sa disposition la nature. C'est dans la Genèse. Donc on a deux papes qui disent exactement le contraire l'un de l'autre. C'est bon à savoir pour... Oui, mais enfin, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est quand même extrêmement intéressant de voir comment l'Académie pontificale des sciences a été noyautée par les écolos. Hein, il faut voir, moi j'ai regardé la liste des gens qui ont été nommés au fil des années. Et on s'aperçoit que de plus en plus, ce sont des gens qui sont dans la doctrine. Et regardez par exemple le travail qu'ont fait les frères Stanislas de l'Armina et son frère, hein, pour approcher les diocèses et pour approcher l'Académie pontificale des sciences. Ils se sont fait ramasser pour la bonne raison, c'est qu'on n'a même pas voulu les écouter alors qu'ils étaient arrivés avec d'excellentes bonnes intentions et que ce sont de grands croyants. Ce sont des gens
qui sont des défenseurs de la doctrine de l'Église, et cependant, ils se sont fait ramasser par ces gens qui sont nommés d'ailleurs avec l'accord des gouvernements. Parce que, par exemple, vous savez, celui qui est président de l'OPEX, là, qui se promène avec Monsieur Villani, qui se promène avec son araignée, eh bien, il a été nommé à l'Académie pontificale des sciences. Villani ? Oui, bien sûr. Cédric ? Bien sûr. Et quelques mois après la nomination du pape François, il y avait un grand comment dire, colloque organisé au Vatican sur le sujet du climat, et où la présidente de séance était nommée Klein, c'est ça ? C'est-à-dire une espèce de passionnariat totalement découplé de toute compétence scientifique, qui était surtout connu pour ses vindictes, et qui, pour le coup, n'a rien à voir avec le monde catholique en plus. Mais donc c'est dire à quel point il y avait une militance au sein du Vatican sur le sujet. Bien sûr. Mais il y a quand même une série de précédents. Donc un concerne l'Église catholique, c'est Galilée. C'était quand même la curie romaine qui a décrété que Galilée avait tort, que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre, et ils ont mis 125 ans à reconnaître que peut-être c'était l'inverse, la Terre qui tournait autour du soleil. Là c'est un faux procès, on a reçu Capitaine Jean-Baptiste Noé qui nous a expliqué un petit peu plus comment ça s'était passé historiquement. Galilée plagiait Copernic qui avait eu... Et après c'est Kepler qui a vu la bonne description avec les élites. Non mais je dis pas qu'on aime, enfin c'est quand même Galilée qui avait raison. Mais là, d'un côté, soutenait Galilée par bien des côtés. Simplement qu'il avait les théologies, il avait des ennemis. Il y avait des clans. Sur le plan scientifique, la papauté sponsorisait les sciences, y compris Galilée d'ailleurs. Bon, enfin, et alors des exemples analogues très rapidement. Il faut savoir que l'Académie royale des sciences françaises a mis 75 ans, française, je change de sujet, à admettre la loi de la gravitation universelle de Newton. Pendant 75 ans, il a dit que c'était pas vrai. Et alors, si vous continuez, on connaît Pasteur, bien entendu, avec l'Académie de médecine, et Pasteur, disant que la génération spontanée des microbes, c'était pas vrai, condamné par l'Académie de médecine. On peut être optimiste alors. Ah oui, on peut être très optimiste. Il faut savoir que quand on réunit des gens avec des grands titres, eh bien c'est pas forcément pour ça qu'on a la vérité. Monsieur ? Enfin, moi qui suis économiste, j'ai rencontré un Ixopon d'ailleurs, qui est entré à l'Académie pontificale, enfin qui était conseiller de Benoît XVI, je crois, et il était bouddhiste. Bon, monsieur, enfin, il n'y a pas apparemment d'exclusive. Pardon ? Bon, moi je fais partie de la Terre, et moi ce qui m'a... J'ai beaucoup écouté ce que vous avez développé, mais il y a une chose qu'il faut quand même que vous sachiez, les chemtrails. Ah mon Dieu. Non, on n'abordera pas ce sujet aujourd'hui. C'est pas dans le sujet. Ça contribue au refroidissement, c'est ça ? Il y a alors encore autre chose. Il y a encore autre chose. Là, mais vous faites référence au fait que c'est une influence sur le climat parce que ça refroidit, ça reflète l'illumination du soleil, c'est ça ? Bon, moi je trouve qu'il y a une déforestation des arbres de 300 ans qui ont été abattus. On vous parle des inondations, des coulées de boue, des maisons emportées. Sachez qu'un arbre qui a plus de 140 ans, à une pluie diluvienne en plein hiver, retient 80 kg d'eau au pied, sans laisser de traces. Et ils ont abattu des milliers et des milliers de baobabs en Afrique, coulées de boue, inondations. L'alimentation des éléphants, c'était le baobab. La réserve d'eau, c'était le baobab, c'était la citerne. Et un baobab peut vivre 5000 ans. Ils en ont abattu des milliers. Voilà. Bon, mais merci de cette information. Alors précisons quand même qu'à l'échelle planétaire quand même, il y a de plus en plus d'arbres. Moins de grandes forêts, mais plus de petits espaces boisés. Et au total, il y a plus d'arbres. Alors c'est vrai que c'est en Europe, par exemple, où ça va se redévelopper. Et par contre en Afrique, ils sont en train de se développer une déforestation. des cas particuliers. Ça faut voir pays par pays. Monsieur ? C'est quoi votre appel ? Allez-y. Vas-y Jean-Pierre. S'il vous plaît. À qui ? Vous êtes sous-officier ? Différencier l'origine anthropique, l'origine humaine du changement climatique par rapport aux origines
une origine éventuellement naturelle du changement climatique. Or, aujourd'hui, on sait avec des carottages qu'il y a eu des montées et des descentes de température au fil des siècles. Là, j'ai une courbe qui montre, alors je ne sais pas si... On ne vous entend pas, monsieur. C'est une courbe qui montre l'évolution de la température depuis... 500 000 ans. 500 000 ans. Ah non, c'est 500 000 ans. Camille Vert a des... Vous avez des sigles d'informations là-dessus. Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est que... Si la planète subit ces variations de température, c'est parce qu'en fait elle est toute petite. Ça c'est le rapport d'échelle entre les planètes. Donc ça c'est le Soleil et ça c'est la Terre. Donc la Terre c'est un grain de sable comparé à une orange. Donc la planète c'est tout petit. Et sur la planète Terre on a Jupiter, enfin avec Macron. Et donc il y a une origine non Non, mais anthropique. ce qui est certain quand on demande est-ce que vous croyez au changement climatique en ce qui me concerne, je dis bien entendu. Le climat a toujours changé. Donc, qui change en ce moment, ça n'a rien d'anormal. Et alors, il y a des cycles que vous évoquez qui sont tous les 100 000 ans, c'est le cycle des ères glaciaires et interglaciaires, en sachant qu'on a beaucoup de chance, nous, de vivre dans une époque interglaciaire, parce que nos ancêtres qui dessinaient les mammouths avaient beaucoup moins chaud que nous, c'est sûr. Et que si on regarde même beaucoup plus récemment, ce qui s'est passé depuis 1000 ans, on sait très bien qu'il y a eu une période plus chaude aux alentours, entre l'an 1000 et l'an 1300 à peu près, 1200, que le haut Moyen-Âge, l'optimum médiéval, mais qu'ensuite, pendant le reste du Moyen-Âge, et puis l'époque jusque vers 1850, on a eu une période très froide, le petit âge glaciaire, et j'ai l'occasion de rappeler, c'est pas moi, ça vient pas de moi, mais le grand géographe, appelons-le le roi Ladurie, a relevé que sous Napoléon, sous Louis XIV, il y a eu plusieurs années de suite sans été, c'est-à-dire sans récolte, il y a eu 2 millions de morts. Donc, on parle de phénomènes qui ont toujours existé, et nous avons énormément de chance parce que depuis un siècle, c'est presque stable, c'est plutôt à la hausse, c'est à peu près 1 degré d'après ce qu'on peut savoir, ce qui est complètement minime, puisque entre Marseille et Lille, il y a 5 ou 6 degrés de différence. Là, on parle d'1 degré. Mais dans le bon sens, qui est le sens du réchauffement. Alors, que se passera-t-il à l'avenir? Seule chose qu'on puisse dire, à mon avis de sérieux, c'est que personne n'en sait rien. Donc, ça peut remonter, ça peut baisser, on verra. Mais en tout cas, il n'y a aucune indication de catastrophe comme on veut nous le faire croire. La distance de la Terre au Soleil n'est peut-être pas entièrement fixe. La distance de la Terre au Soleil c'est une ellipse. C'est pas la distance. Sans compter l'inclinaison La forme de l'île, de l'axe de rotation. Et depuis, monsieur Leroy Ladurie a été repris en main par les réchauffistes. Paix à son âme. Et puis en ce qui concerne le Soleil, c'est pas tellement l'énergie du Soleil reçue par la Terre qui compte, c'est surtout l'influence magnétique. Et on fait référence là à des travaux extrêmement intéressants du Danois Svensmark qui ont fait l'objet de l'opération Cloud, qui a été fait avec sur la base du grand accélérateur qui se trouve sous la frontière à Genève et qui a permis d'établir qu'il y avait un lien entre la formation de noyaux qui permettent de faire la condensation de l'eau dans les nuages avec les particules électrisées qui viennent de l'espace et qui varient en fonction du magnétisme de la Terre et du magnétisme solaire. Mais c'est certain que le changement a toujours existé, que les scientifiques
on discute, il est probable que les cycles solaires ont une influence. Tous les 11 ans. Mais enfin, pardon ? Tous les 11 ans, il y a... Alors, il y a des cycles de 11 ans, il y a des cycles toujours lointains, et puis il y en a peut-être 2 siècles, et puis il y a le cycle tous les 100 000 ans qui fait qu'il y a une époque glaciaire qui succède à une époque interglaciaire. Bon, mais de là à prévoir ce qui se passera d'ici l'an 2100, bon, en plus, ça ne me motive pas tellement. N'essayons pas de régler les problèmes, il faut en laisser un peu à nos successeurs. C'est très curieux, cette tendance qu'on a à anticiper ce qui va se passer. Ils seront suffisamment intelligents, ils trouveront. J'ai des questions plus terre à terre à vous poser. J'ai quelques questions plus terre à terre. Oui, alors... Oui, alors on dit parfois que quand il y a une alerte pollution sur Paris, ça vient en partie des particules allemandes, si je puis dire, émises par les centrales thermiques allemandes. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Je pense qu'il y a une part de vérité dans le fait que lorsque le vent souffle de l'Est, qui est quand même minoritaire, on peut avoir une pollution aux particules qui viennent des centrales allemandes. Ce que j'ai tendance à croire, c'est que celles qui sont en train de construire ou qui sont prévues seront dépolluées, parce que maintenant, je ne sais plus qui évoquait, mais c'est vrai qu'on a fait des progrès énormes pour que finalement ne sorte que du CO2, parce que le CO2, ça on ne peut pas l'éviter. En tout cas, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est les techniques trotskistes qui sont employées pour envahir et noyauter toutes les institutions, pour noyauter les journaux, enfin tous les lieux de pouvoir et d'influence. C'est extrêmement... Et tous ceux qui n'ont pas eu cette formation, moi par exemple, j'en veux beaucoup à mes parents de ne pas avoir été trotskiste parce que j'aurais appris beaucoup de choses que je n'ai appris que sur le tard. Il faut s'intéresser à la dialectique. Extrêmement intéressant. Allez voir sur Internet dialectique. Et là, vous verrez, il y a des façons de raisonner. Ceux qui n'ont pas cette formation sont vulnérables. La dialectique, oui. C'est la base du marxisme, la dialectique. Non, mais d'autres questions? Oui, j'avais d'autres questions. La voiture électrique est-elle intéressante dans certains cas, par exemple la petite voiture pour circuler en ville ou des choses comme ça? C'est ce qu'on dit parfois. Non, je mais discute avec des gens. Ça marche, les voitures électriques, avec les restrictions que oui, j'indiquais tout à l'heure, des batteries énormes, etc. Et il faudrait laisser le marché jouer, parce qu'il n'y a aucune raison que nous, contribuables, nous payions, surtout qu'il faut... Alors là, c'est l'histoire des Gilets jaunes qui a été extraordinaire. Les Gilets jaunes, c'est généralement des braves gens qui habitent à la campagne, qui habitent en banlieue, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent une voiture diesel d'occasion, parce que c'est moins cher et ça consomme moins. Puis on leur a expliqué pendant des années qu'il fallait acheter des voitures diesel. Et on leur dit, qu'a dit le gouvernement? Nous mettons des primes pour l'achat d'une voiture électrique neuve. Alors, qui n'ont pas le rayon d'action qu'il faut, qui coûtent extrêmement cher, même après la prime, et qui ne correspond absolument pas au budget. C'est là, du coup, d'ailleurs, où le gouvernement est obligé de reculer sur la taxe carbone. Donc, alors, pour répondre à la question, laissons le marché jouer, arrêtons de faire croire que les voitures à essence ou diesel polluent, puisqu'elles ne polluent plus, et donc, et à ce moment-là, on en verra peut-être un peu, mais vraiment très peu, parce que c'est beaucoup plus cher, et ça a beaucoup d'inconvénients. Alors, moi qui suis passé par Bercy, enfin la prévision, on nous disait, ah oui, mais c'est un calcul à long terme, donc on prépare l'avenir. Enfin bon. Il y a le problème d'appel de puissance sur le réseau, ce qui veut dire qu'il faut multiplier par 2 la section des câbles dans toutes les villes, et rajouter quelques tranches nucléaires à la France. C'est une catastrophe. Parce que supprimer, excuse-moi. Tout le monde se branche, la consommation, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'appel de puissance pour la recharge. Mais rassure-toi, avec le compteur Linky... Ah, mais c'est sûr qu'on délaisse on parle pas sur les le compteur Linky a pour objet caché... Ah oui, bien sûr. A pour objet caché
de faire du délestage. Monter les électrons, c'est ça. Non, c'est du délestage imposé. Oui, voilà. Ça veut dire qu'on On va vous laisser. couper le courant. Oui, c'est-à-dire, non. On vous laisse juste de quoi regarder la télé pour continuer à avoir la bonne information et avoir l'électricité pour la lumière. Ah, ouais, puis je vous signale aussi une contradiction. On veut supprimer les dernières centrales thermiques, alors que chacun sait que derrière 1 mégawatt d'éolien, il faut 3 mégawatts de thermique. Alors où ils le prennent de thermique, puisque c'est ce qui se passe en Allemagne. Moi, je suis allé regarder les statistiques en Allemagne pour écrire mon livre, parce que j'ai écrit moi aussi, et finalement, ça colle. C'est-à-dire, pour 1 mégawatt d'éolien, vous avez 3 mégawatts de lignée toute charbon. Mais ça va plus loin que ça, parce que si on parle de l'Allemagne, ils développent énormément les centrales, plutôt les éoliennes. Alors, les éoliennes, les gens n'aiment pas beaucoup ça à côté de chez eux. Donc ils les font dans le nord, et surtout dans la mer Baltique. Et surtout. Le problème, c'est que la consommation est dans le sud. Alors pour emmener le courant du nord au sud, il faut construire des lignes à haute tension. Mais les écologistes n'en veulent pas de lignes à haute tension. Donc ils ont un vrai problème qui s'aggrave quand il y a beaucoup de vent. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de l'électricité? Alors, pour les éoliennes, c'est pas trop dur, on arrête, on les bloque. Donc elles ne produisent plus rien, mais on paye celui qui a financé l'éolienne comme si il avait fourni l'électricité. Mais là, au moins, c'est pas trop grave. Les panneaux photovoltaïques, c'est beaucoup plus gênant, parce que quand il y a du soleil, ce qui arrive quelquefois, même en Allemagne du Nord, et que là, on a trop de courant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on ne peut pas arrêter les panneaux de produire du courant. Alors ça pose un vrai problème qui se traduit par cette situation surréaliste que les Allemands supplient les pays qui sont autour d'accepter leur courant, ils en ont trop, et le vendre à un prix négatif. C'est-à-dire qu'ils payent les autres pays pour accepter leur courant. Donc on est au monde d'Ubu, c'est absolument Ubu, mais on peut avoir un jour un très gros pépin, et on le frise, paraît-il, régulièrement, parce que c'est tellement irrégulier, ces énergies alternatives, renouvelables, qu'un jour ou l'autre, on peut avoir un gros problème au niveau européen. Jusqu'à présent, ça a à peu près marché. L'angoisse est renouvelée. En reliant au réseau les centrales Tricastin, qui étaient anciennement dédiées à l'enrichissement de l'uranium, et comme une centrifugeuse, en fait, a mis en ligne 4 fois 900 MW sur le réseau. C'est comme si la France avait installé, ça on n'a pas du tout parlé, 3 giga 6 de capacité de production électrique nucléaire l'année dernière, et elle a sauvé 2 fois le réseau européen l'année dernière, grâce au Tricastin. Oui, on est passé très près de catastrophe. Alors, ça a l'air... c'est pas une fiction, parce que ça, c'est arrivé là-bas, de l'autre côté de la planète, en Australie. En Australie, ils ont eu un blackout complet, parce qu'ils avaient misé sur les énergies renouvelables, qu'il y en a eu trop ou pas assez, plutôt trop, et tout le réseau a sauté. Et c'est pas exclu que c'est le Tricastin... il n'était pas là, l'année dernière c'était 2 fois. Oui. Et à chaque fois c'est très possible. Bien 10 jours. C'est très possible. De remise en, fait, 10 jours. C'est absolument ubu. Oui. Je voulais savoir si quelqu'un s'était penché de savoir si le surcroît de production d'électricité qui serait nécessaire pour faire rouler les voitures. Pour les voitures. Ce qu'il faudrait pour faire rouler les voitures électriques, le surplus d'énergie électrique. Ça fait combien de centrales, quoi? C'est 10 000 centrales, quoi. Il y a plusieurs calculs, mais effectivement... Ça dépend du nombre de voitures, hein. Ça dépend de l'hypothèse. Oui. Non, mais de toute manière, pour les voitures électriques, pour répondre à la question sur les voitures électriques, il faut savoir qu'il n'y a pas assez de minéraux disponibles pour faire les piles qui seraient nécessaires si on voulait respecter les prévisions officielles de l'Union européenne. Quand on voit les projets des constructeurs, ils ne les réaliseront jamais, parce que si on additionne les projets de tous les constructeurs, il faudrait 4 fois plus de minerais que ce qui sera disponible pour faire les batteries. C'est-à-dire qu'on est limité
par la capacité de stockage. Et ça, personne ne le dit. Mais là, c'est toujours aussi les métaux rares, les métaux rares. Comme vous faites référence aux minerais, des terres rares, le lithium, Voilà. connu, mais en même temps, on sait qu'il y en a dans le Pacifique, on ne sait pas combien. Les Japonais ont montré que les nodules en contenaient beaucoup, mais on ne sait pas combien il y a. Non, mais il y a une question de rythme. De rythme. Si on en croit l'Union européenne, il faudra très vite qu'il y ait une proportion importante des voitures qui soient électriques. Or, si il y a du lithium et d'autres produits ailleurs, c'est pas comme ça que d'un seul coup ça va surgir. Donc, on sait déjà que les prévisions ne seront pas respectées. Alors, si on fait un petit retour en France, c'est vrai qu'on a 2 constructeurs nationaux. Il y en a un dont le diesel était une spécialité depuis très longtemps, le PSA en l'occurrence. Et on a parlé tout à l'heure de son PDG, Carlos Navarez, qui dit que tout ça est complètement idiot. Bon, mais on en a un autre qui s'appelle Renault, qui a misé, enfin le précédent a misé depuis des années sur le véhicule électrique. Personne n'a jamais compris pourquoi, surtout pas ses collaborateurs, qui sont partis. Il y a eu énormément de départs. Parce que il y en a qui essayaient de lui dire, mais si on le contredisait, on avait droit à partir. Comment il peut faire ça aussi brillant? Non, mais attendez. Suppression gouvernementale. Carlos Ghosn a mis par terre l'industrie française. Il faut savoir qu'on produit, que pendant que Renault a supprimé 30 000 emplois en France, Volkswagen en a créé 120 000 en Allemagne. Bon, il n'y a rien d'autre à ajouter. La politique de Carlos Ghosn, c'était on construit dans les pays à main-d'œuvre bon marché. Donc, on construit au Maroc, on construit en Roumanie, on construit partout, sauf en France. Une exception quand même, mais pas en France, en Angleterre. Les usines de Nissan ont toutes été en Angleterre, où elles tournaient à fond, pendant que nous on licenciait en France. Et d'ailleurs, ça c'est un petit aparté que vous explique, je ne suis pas trop triste, je savais, l'intéressé, qui porte les mêmes initiales que moi, mais c'est pas le sujet. D'ailleurs, il y a un chiffre très intéressant, c'est le chiffre sur l'excédent commercial allemand. Ah mais c'est uniquement ça? Non. L'excédent commercial allemand, qui est de l'ordre de 260 ou 65 milliards d'euros, serait pour, j'ai pas vérifié le chiffre, pour 120 milliards dus à l'automobile. C'est les ordres de grandeur. Et pendant que nous sommes déficitaires, alors qu'il n'y avait aucune raison pour ça, parce qu'il y a 20 ans, c'était pas du tout le cas. Mais on a une politique délibérée de construire à l'étranger et de fermer en France. Et notre déficit commercial est de l'ordre de 65 milliards. Et avec quelqu'un qui était loué par tous les gouvernements successifs. Et des limitations de vitesse qui ont fait qu'on a fait des voitures un peu banales, un peu basiques. Alors attendez, là c'est un sujet délicat pour moi. On va faire une autre conférence. En toute fin de réunion, parce que là, il peut y avoir un petit conflit. Là. Philippe, j'allais parler, c'est avec vous. Excusez-moi, moi je vais revenir un peu au niveau politique, parce que moi, je sais que je ne sais pas grand-chose, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu des périodes où on a fait des plans, et que les plans ont toujours échoué. Je crois que la période 46-58. Des plans de quoi? Les plans économiques. Les plans techniques, c'est ça. Le plan de la planification. Les plans. 5e plan, 6e plan. On avait des gouvernements de gauche, c'est normal. Comment? On avait des gouvernements de gauche à l'époque. Ouais, on a tous. Si tant est que De Gaulle était de gauche, on avait des. C'était quand même. En 70, quand il y a eu les premières limitations de vitesse. Ça a tué Peugeot, ça a tué Attendez. on a fait Un autre sujet, je signale que l'industrie japonaise se porte très bien et que les limitations de vitesse ont été faites au Japon avant d'être faites en France. Mais M. Gérondeau reviendra pour le sujet. Mais je reviendrai, ça c'est une autre conférence. Au Japon, vous voyez des voitures allemandes, vous voyez pas de voitures françaises, vous voyez pas de Renault, vous voyez pas de... Mais ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Les appétits, hein. Comment? Avec une taxe à la France, la 250 francs, ça ne faut pas rigoler quand même. Oui, Bon. S'il vous plaît,
plaît. Je voudrais terminer. Je suis technicien, je me suis intéressé à la voiture électrique. Parce que je Parle plus fort. Je suis technicien. N'aie pas peur. Non, s'il vous plaît. Monsieur, chut. Parce que la voiture électrique, pour moi, c'est un non-sens technique. Donc, j'ai commencé à étudier ce problème. Donc, je sais que un moteur électrique a un rendement. Donc, entre la centrale thermique et les roues de la voiture électrique, il y a toute une chaîne. Dans chacune des maillons de la chaîne, il y a une perte d'énergie. Et je sais par exemple qu'un moteur électrique, n'importe quel moteur électrique, il a un rendement de 0,90, il y a 10% de perte parce que le moteur lui-même chauffe. Donc il y a 0,90% de perte dans le moteur. Ensuite, dans la batterie, entre l'énergie qu'on donne à la batterie et l'énergie que restitue la batterie elle-même chauffe, et elle aussi a un rendement de 0,90, c'est-à-dire qu'on a encore 10% de perte. Ensuite, les onduleurs qui vont transformer le courant alternatif 380 ou 220 en courant continu de charge avec contrôle de charge, c'est l'électronique avec des thyristors, des hacheurs de courant qui vont hacher le courant en morceaux, hacher l'alternatif en morceaux, le transformer en continu. Eux aussi ont un rendement à peu près de 0,90. Ensuite, EDF, ça c'est l'électricité en ville, arrivée en ville. Mais entre la ville et la centrale thermique, EDF annonce perdre environ 8% de son énergie. Donc là, on a encore un rendement de 0,92. Et ensuite, il y a la centrale thermique. Alors que la centrale thermique soit nucléaire en France ou à charbon en Allemagne, peu importe la source de chaleur, que ce soit la réaction. Alors on arrive à combien au total? Après, donc il y a l'alternateur, et donc on a donc 0,90 que multiplie 0,90 à la fin. Je multiplie 0,33, donc 0,33 c'est quoi 0,33? C'est Carnot, c'est Carnot. Avant que tu m'interromps, c'est le rendement d'une centrale thermique, qu'elle soit charbon ou charbon, un rendement de 0,33. Le total du rendement, c'est 0,221. L'inverse de 0,21, c'est 4,52. Donc pour avoir 100% d'énergie ici à la roue, on est obligé de mettre 452% d'énergie de plus, donc 352. Et ça c'est à 21 degrés. Et pour l'essence Conclusion, la voiture électrique, la Zoé de Carlos Ghosn, c'est une voiture électrique à uranium qui gaspille 80% d'uranium, et la BMW électrique est une voiture à charbon, une voiture électrique à charbon qui gaspille 80% de charbon. Voilà. Donc ça c'est le principe, même de la voiture. Après il y a la construction. Oui, on va peut-être pas déjà c'est pas mal déjà. Bon, oui. Il y a quelqu'un qui veut intervenir là? Monsieur Mathieu, non? Ça ira? Vous en avez d'autres comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi je vais... Est-ce qu'on a parlé un petit peu des travaux récents de Navetic récemment publiés? Alors, 5 minutes pour ceux qui est... 5 minutes là encore. Là. Je signale pour ceux qui seraient éventuellement intéressés que j'ai quelques exemplaires de mes deux livres. L'un, je vous l'ai dit, très cher, 7,90 € et l'autre un peu plus cher, on va dire 15 €. Voilà, pour ceux que ça intéresserait, il y en a un sur la pollution locale et l'autre sur le réchauffement climatique.